Bonjour, voici ma troisième vidéo concernant la limite d'une fonction pour x tendant vers a. Après une première vidéo où je vous montre la signification d'une limite, une deuxième où je vous donne la définition mathématique rigoureuse, je vais maintenant vous expliquer comment calculer la limite d'une fonction. Je vais vous montrer quelques techniques, mais je ne prétends évidemment pas vous les montrer toutes. Alors, ce que je veux calculer, c'est une expression du type limite de f de x pour x tendant vers a. Avant de commencer tout calcul, je dois vérifier un tout petit détail qui n'en est pas un évidemment. Je vais d'abord poser les conditions d'existence de f de x. Ces conditions d'existence vont me permettre de déterminer le domaine de définition de f de x que je note dom f. Ensuite, je détermine l'adhérence au domaine de f de x que je note ADH dom f, donc l'adhérence au domaine de f. Cette adhérence au domaine de f aura toujours la forme suivante, la forme d'un intervalle fermé avec une borne inférieure et une borne supérieure, ou bien une union de différents intervalles fermés. Donc par simplicité, je vais simplement noter un intervalle fermé de la borne inférieure à la borne supérieure, mais donc il peut y en avoir plusieurs. À partir de ce moment-là, il y a 4 cas de figure. Premièrement, le petit a qui est ici est compris entre la borne inférieure et la borne supérieure de mon domaine. Dans ce cas-là, la limite de la fonction pour x tendant vers a du sens et je peux donc me lancer dans son calcul. Deuxième cas, c'est si le petit a est égal à la borne inférieure de mon adhérence. Dans ce cas-là, le calcul de la limite pour x tendant vers a à droite a du sens, mais le calcul de la limite de la fonction pour x tendant vers a à gauche n'a pas de sens, elle n'existe pas. Le troisième cas, c'est lorsque le petit a est égal à la borne supérieure. Dans ce cas-là, maintenant, c'est la limite à gauche de la fonction qui a du sens, mais la limite à droite n'existe pas. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions de limite à gauche et de limite à droite, je vous invite à regarder ma première vidéo qui vous montrera visuellement ce que cela signifie. Le quatrième cas que je n'ai pas écrit sur mon écran, c'est lorsque le petit a n'appartient pas à l'adhérence au domaine de f. Dans ce cas-là, la limite n'existe pas et cela n'a pas de sens d'essayer de la calculer. Bien, une fois que cette vérification est faite et que donc on sait si on calcule la limite de la fonction gauche et droite ou seulement à droite ou seulement à gauche, on peut se lancer dans le calcul. La première étape consiste toujours à remplacer x par la valeur de a dans l'expression de f de x. Ça va nous donner un nombre que j'appelle f de a. Donc attention, ça ne veut pas dire que ma fonction existe en a, hein, donc c'est pas ça que je vais dire. Donc c'est simplement ici une valeur calculée lorsque je remplace x par a dans l'expression de la fonction. Et alors, cette valeur f de a peut prendre différentes formes. Soit ce nombre peut être un réel, soit je peux obtenir une fraction du type un réel divisé par 0, donc une fraction qui en fait vaut l'infini, soit je peux obtenir une forme indéterminée 0 sur 0, et alors dans ce cas-là, soit je peux avoir le cas des fonctions rationnelles ou des fonctions irrationnelles qui se traiteront de deux manières différentes, ou alors je peux avoir une indétermination de la forme infini moins l'infini. Et c'est le type de réponse obtenue qui va déterminer la méthode que je vais utiliser. Donc chacun des cas qui est mentionné ici va correspondre à une autre technique de calcul et je vais vous les montrer toutes. Je vais commencer par la première, donc lorsque je calcule f de a et que ce f de a est réel. Je vous montre un exemple. Prenons la limite pour x tendant vers 1 de la fonction x-2 sur x plus 1. Je vais tout d'abord déterminer les conditions d'existence, donc le dénominateur doit être différent de 0. Ceci va me donner un domaine de définition de la fonction qui va donc comprendre tous les nombres réels sauf le réel moins 1. Et enfin, une adhérence au domaine de f qui sera donc l'intervalle fermé qui va de moins l'infini à plus l'infini. Puisque mon nombre a, ici 1, appartient bien à cet intervalle, je peux me lancer dans le calcul de limite. Et je vais donc remplacer x dans cette expression par 1 et voir ce que ça donne. Donc ça va me donner 1 moins 2 sur 1 plus 1, et donc ça me donne moins 1 demi. J'obtiens un nombre réel, et bien ce nombre réel est la réponse que je recherche, est la valeur de la limite, et le calcul s'arrête là. C'était la méthode la plus simple. Deuxième cas, lorsque j'obtiens une fraction du type un nombre réel divisé par 0. Regardons l'exemple suivant. Je vais donc tout d'abord poser mes conditions d'existence. Le dénominateur doit être différent de 0.
Cela me donne un domaine de définition qui comprend tous les réels sauf le nombre moins 2 et à nouveau une adhérence au domaine de f qui va de moins l'infini à plus l'infini. Puisque mon petit a appartient à cette adhérence, aucun problème, je calcule la limite. Et je vais donc remplacer x, cette fois-ci par moins 2 qui est ici. J'obtiens moins 2 sur moins 2 plus 2, donc j'obtiens moins 4 sur 0. Alors diviser par 0, ça donne l'infini, mais on doit se poser la question de savoir est-ce que ça va nous donner plus l'infini ou moins l'infini? Et pour répondre à cette question, nous devons absolument faire une étude de signes, puisque un 0 peut être positif ou négatif, il faut qu'on détermine le signe pour obtenir le signe de l'expression ici complète. Alors, il y a deux possibilités pour cette étude de signes. Soit vous étudiez le signe du dénominateur de la fonction uniquement, puisque c'est ce dénominateur qui est responsable de ce 0 dont on ne connaît pas le signe, dont on a un doute sur le signe, ou bien vous étudiez le signe de la fonction complète. Alors, si on est uniquement dans le cadre du calcul de cette petite limite-là, indépendamment de tout contexte, étudier le signe du dénominateur suffit. Mais bien souvent, un calcul de limite fait partie d'un problème plus large, comme une étude de fonction. Et à ce moment-là, l'étude de signe de la fonction complète va vous donner plus d'informations, d'autres informations qui peuvent être utiles dans le contexte plus large que le simple calcul des limites. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup étudier le signe de la fonction complète pour avoir une idée plus globale, plus générale de ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais donc étudier le signe de ma fonction. Pour ce faire, je vais étudier séparément le signe du numérateur et du dénominateur. J'ai donc placé ici toutes les racines des facteurs du numérateur et du dénominateur, et je me lance dans mon étude de signe. x-2 est une expression du premier degré, donc le 0 au niveau de la racine. À droite de ce 0, j'ai le même signe que le coefficient de x, et à gauche, le signe opposé. Même chose pour mon dénominateur x plus 2. Et lorsque je combine toutes ces lignes-là, j'obtiens le signe suivant pour ma fonction. Donc rappelez-vous, un 0 qui se situe au niveau du numérateur donnera un 0 pour la fonction, et un 0 qui se situe au niveau du dénominateur vous donnera une valeur non définie de la fonction, autrement dit infinie. Et c'est bien ici que l'on retrouve finalement le résultat que nous avions là, c'est-à-dire que la fonction pour x tendant vers moins 2 n'est pas définie puisqu'elle est infinie, on divise par 0. Puisque ce qui m'intéresse, c'est la limite pour x tendant vers moins 2, les informations qui vont m'intéresser dans ce tableau de signes sont les informations que l'on retrouve uniquement au voisinage de moins 2. Donc, ce qui apparaît ici dans le cadre rouge. Je vois dans ce cadre rouge qu'à droite de la valeur moins 2, ma fonction est négative. Donc, si ma fonction tend vers l'infini, elle tendra de ce côté-là vers moins l'infini. Je note ça de la manière suivante, la limite de la fonction pour x tendant vers moins 2 plus, ce petit plus veut dire que je viens par les valeurs plus grandes que moins 2, autrement dit je viens de la droite, eh bien la limite vaudra moins l'infini. À gauche, par contre, ma fonction est positive, et donc si ma fonction tend vers l'infini de ce côté-là, elle tendra vers plus l'infini, et donc la limite de ma fonction à gauche de moins 2, donc ça se note x tendant vers moins 2 moins, puisque je viens par les valeurs plus petites que moins 2, eh bien cette valeur-là, cette limite-là vaut plus l'infini. Et voici la réponse recherchée donc de la valeur de la limite de la fonction. J'ai donc été obligée ici de faire une distinction entre la limite à gauche et à droite. Elles existent toutes les deux, mais elles sont différentes. Troisième cas, le cas de l'indétermination de type 0 sur 0 dans le cas de fonctions rationnelles. Je vais considérer la fonction suivante, qui est donc bien une fonction rationnelle. Je vais poser d'abord mes conditions d'existence, donc mon dénominateur doit être différent de 0. Je dois donc rechercher les racines de cette expression du second degré. Mon domaine est alors l'ensemble des nombres réels sauf moins 1 et 2. Et mon adhérence au domaine de f est toujours bien l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Je peux donc calculer ma limite. Je remplace x par moins 1 et j'obtiens 0 sur 0. Alors la technique pour lever cette indétermination, pour faire disparaître l'indétermination 0 sur 0, c'est de procéder à une factorisation du numérateur et du dénominateur de la fonction. Alors cette factorisation, elle peut se faire avec la méthode de votre choix, donc je ne vais pas ici vous expliquer ces différentes méthodes, mais de toute manière, la factorisation, elle sera facilitée par le fait que vous connaissez déjà
une racine du numérateur et une racine du dénominateur. Puisque vous avez trouvé 0 sur 0, cela veut dire que moins 1 est une racine de ceci et moins 1 est une racine du dénominateur. Donc, la forme factorisée du numérateur et du dénominateur comprendra de toute manière un facteur de la forme x moins moins 1 et donc x plus 1. Donc, je factorise et bien évidemment, vous voyez apparaître au numérateur et au dénominateur le même facteur. Vous pouvez les simplifier et après simplification, vous recommencez le calcul, c'est-à-dire que vous allez à nouveau remplacer x par moins 1 et normalement, vous auriez dû faire disparaître l'indétermination. Donc, vous allez obtenir moins 1 plus 3, moins 1 moins 2 et ici, on obtient moins 2 tiers. Alors, vous pourriez obtenir une valeur nulle, vous pourriez aussi obtenir à nouveau une valeur 0 sur 0, et à ce moment-là, vous devriez encore une fois factoriser, ou vous pourriez obtenir une valeur de type R divisé par 0, et à ce moment-là, vous devez utiliser la technique que je vous ai montrée précédemment. Donc, il se peut qu'on doive utiliser plusieurs fois une autre méthode de suite au sein d'un même calcul. Mais donc ici, j'ai de la chance, j'obtiens un nombre réel, et c'est la réponse à mon calcul de limite. Le cas suivant, je vais traiter maintenant la détermination de type l'infini moins l'infini et je vais considérer la fonction suivante. Avant tout, je dois poser mes conditions d'existence. Attention, ici j'en ai deux puisque j'ai deux dénominateurs. Les deux dénominateurs doivent être différents de 0. Et j'obtiens que mon domaine de f, c'est l'ensemble des réels sauf moins 2 et 2. Mon adhérence au domaine de f, toujours bien de moins l'infini à plus l'infini. Je peux donc calculer ma limite. Je remplace x par 2 et j'obtiens ici à l'infini moins l'infini, puisque mes deux fractions sont telles que leur dénominateur est 0. Alors, on va réussir à lever l'indétermination dans ce cas-là, tout simplement en effectuant la soustraction de fractions ici, et donc en mettant ces deux fractions au même dénominateur pour pouvoir soustraire les deux fractions. Alors, je dois retrouver le plus petit commun multiple de mes deux dénominateurs, et ce sera simplement x carré moins 4. Donc, je dois multiplier cette fraction-ci, numérateur et dénominateur, par x plus 2. Cela me donne ceci. Alors, je peux tout mettre au même dénominateur, et lorsque je distribue ici mon numérateur x fois x, et puis x fois 2, et que je soustrais x et 12, je vais obtenir une fonction à nouveau qui est une fonction rationnelle et que je vais pouvoir traiter comme dans le cas précédent. Je vais remplacer x par 2 et j'obtiens ici moins 6 sur 0. Donc, si je suis maintenant dans une situation où j'ai r divisé par 0, je dois utiliser la technique que nous avons vue dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous allons devoir faire une étude de signes pour pouvoir déterminer si cette expression est positive ou négative et donc si elle devient plus l'infini ou moins l'infini. Alors, je vais faire l'étude de signe du dénominateur uniquement ici, comme ça, vous aurez vu les deux possibilités. Donc, j'étudie le signe de mon dénominateur x carré moins 4, qui est donc une expression du second degré, et je vais m'intéresser au signe aux alentours de 2, qui est la valeur vers laquelle tend x pour le calcul de limite. Donc, je vais regarder ce qui se passe au voisinage de 2. Je vois qu'à droite de 2, mon dénominateur est positif, mais attention, ce dénominateur positif était ici avec une fraction où le numérateur est négatif, ce qui signifie que le signe global de cette fraction sera négatif, et donc la limite à droite de ma fonction, ce sera moins l'infini. À gauche de plus 2, mon dénominateur est négatif, et donc si mon dénominateur est négatif ici, le numérateur négatif sur un dénominateur négatif, ça va me donner une valeur positive, et la limite à droite de ma fonction sera plus l'infini. Et donc ici, à nouveau, j'ai été obligée de faire la distinction entre la limite à gauche et à droite de la fonction, qui existent toutes les deux, mais qui sont différentes. Et enfin, le dernier cas, c'est l'indétermination de type 0 sur 0 dans le cas de fonctions irrationnelles. Je vais considérer la fonction suivante, où vous voyez donc 2 racines carrées au numérateur. Alors, je tiens à préciser que cette méthode-ci peut fonctionner aussi si les racines carrées se trouvent au dénominateur. Donc, la technique à suivre sera la même. Je vais bien évidemment, comme dans tous les cas, vérifier d'abord mes conditions d'existence. Ici, j'en ai bien 3 parce que j'ai un dénominateur qui doit être différent de 0 et j'ai donc 2 racines carrées où le radicand doit être positif. Lorsque je combine ces 3 conditions, je vais trouver
que le domaine de définition de ma fonction va de 2/5 jusqu'à l'infini, mais en excluant la valeur 2 qui est la racine du dénominateur. Mon adhérence au domaine de f est alors l'intervalle fermé qui va de 2/5 à plus l'infini. Puisque la valeur 2 ici est bien comprise dans mon adhérence, je peux calculer ma limite et je vais remplacer, comme dans tous les autres cas, x par 2 pour commencer. J'obtiens à ce moment-là racine carrée de 8 moins racine carrée de 8 sur 2 moins 2, donc j'obtiens un 0 sur 0. Alors, nous avons vu que normalement, un 0 sur 0, nous le traitions en factorisant le numérateur et le dénominateur. Mais ici, puisque mon numérateur contient des racines, je suis dans l'impossibilité de factoriser. Donc, il faut que je fasse autre chose. Et ce qui me dérange, ce sont les racines carrées. Alors, une technique pour se débarrasser de racines carrées, c'est en fait de multiplier ce numérateur par le binôme conjugué, donc par son binôme conjugué, et bien évidemment, si je multiplie le numérateur par son binôme conjugué, je dois multiplier le dénominateur par son binôme conjugué également. Et cela me donne ce calcul suivant qui commence à devenir un peu rébarbatif, mais vous allez voir, tout va se simplifier. Alors au numérateur, j'ai le produit de deux binômes conjugués, donc je peux appliquer l'identité remarquable a moins b fois a plus b donne a carré moins b carré, et je vais obtenir 3x plus 2 moins 5x moins 2 et mes racines carrées ont disparu. Alors au dénominateur, je laisse bien les choses comme ça, je ne commence pas à essayer de distribuer quoi que ce soit. J'ai un dénominateur factorisé, ça va être bien pratique, vous allez voir. Au numérateur, je vais supprimer mes petites parenthèses et je vais réduire mes termes semblables. J'obtiens moins 2x plus 4. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir re-remplacer x par 2. Et lorsque je remplace x par 2, vous allez voir que vous obtenez à nouveau ici 0 sur 0. Donc vous n'ayez pas l'impression que vous tournez en rond, hein, on a l'impression qu'on reste bloqué sur ce 0 sur 0. Mais la différence, c'est que maintenant, ce numérateur, il est factorisable, ce qui n'était pas le cas au début. Donc je peux mettre un moins 2 en évidence, et lorsque je fais ça, je vois apparaître le facteur x moins 2 qui est le même qu'au dénominateur, et que je peux donc simplifier. Une fois que cette simplification est faite, si je re-remplace x par 2, encore une fois, cette fois-ci, l'indétermination devrait avoir disparu. J'obtiens moins 2 sur racine de 8 plus racine de 8. Et après 2-3 manipulations de simplification de racine et de rendre le dénominateur rationnel, eh bien, j'obtiens moins racine de 2 sur 4. Et c'est la valeur de la limite que je recherchais. Alors, si je récapitule un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, je vais reprendre les différentes situations que nous avons envisagées. Je vérifie mon adhérence au domaine de f, je remplace ensuite x par a, et la réponse que j'obtiens va déterminer la méthode. Si la réponse que j'ai obtenue est un nombre réel, eh bien, pas de méthode à utiliser, la réponse que j'ai obtenue, c'est le calcul de la limite, et donc ma réponse est assez immédiate. Si j'obtiens une réponse du type réel divisé par 0, je vais devoir établir un tableau de signes pour déterminer si cette valeur va tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Donc je dois étudier le signe de ma réponse. Dans le cas d'une indétermination de type 0 sur 0 avec des fonctions rationnelles, j'arriverai à lever mon indétermination grâce à une factorisation. Dans le cas d'une indétermination de type infini moins l'infini, je vais réussir à lever mon indétermination grâce à une mise au même dénominateur. Et dans le cas d'une indétermination de type 0 sur 0 avec des fonctions irrationnelles, je pourrais m'en sortir en essayant d'éliminer les racines carrées qui m'ennuient et en multipliant par le binôme conjugué. Voilà, j'espère que le calcul de limite ne vous fait plus peur maintenant, que vous avez maintenant plusieurs pistes pour réussir à vous en sortir et à calculer ces limites. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner et puis je vous retrouve avec plaisir dans une de mes vidéos suivantes. À très bientôt!